Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 19 janvier, vous nous écoutez peut-être dans votre voiture, contraint de la prendre pour aller travailler si vous ne faites pas grève. Peut-être êtes-vous en train de préparer des pancartes, de vous emmitoufler pour cette journée de manifestation, cette journée de grève. Objectif 1 million de personnes dans la rue. On parle de tout cela avec vous aujourd'hui, avec Judith Weintraub. Bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, aux éditions du Cerf. Et vous avez également coordonné mon dernier livre, c'est un livre avec Stéphane Rosès, que j'ai interviewé pour les éditions du Cerf. Un livre intitulé Chaos, qui est sorti au mois de novembre. Voilà, Chaos. Mais c'est vrai que celui que vous avez là, c'est un livre d'entretien qui est un petit peu différent. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour. Et Nicolas Jeantet, bonjour, directeur des centristes et conseiller de Paris. On va évoquer évidemment cette journée de mobilisation aujourd'hui avec tous les angles possibles et imaginables. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Je vais commencer, tiens, puisque vous êtes là, Nicolas Jeantet, ce qui s'est passé à Paris dans le 15e, qui aurait pu se passer n'importe où en France, ces enfants qui se sont échappés d'une maternelle. C'est plutôt enfin, quand on lit, c'est à la fois, c'est absolument. Ce qui est dramatique, c'est que la porte était cassée depuis 4 ans. C'est là-dessus que je voulais vous interroger. Cette porte est cassée depuis 4 ans. Porte cassée depuis 4 ans, et au moment où ils partent, le gardien absent, et d'ailleurs une enquête est ouverte pour savoir où était le gardien à ce moment-là. C'est vrai que 4 ans, ils avaient 4 ans, ils sont partis, ils ont fait 100 mètres, ils se dirigeaient d'ailleurs vers le fameux carrefour de la Coop Boulevard, vous voyez un peu avec les échangeurs de périphérie extrêmement dangereux. Donc une enquête est ouverte. En même temps, regardez, dans le 15e, les écoles sont dans une situation vraiment dramatique. Enfin, les portes ne ferment pas, les toilettes ne marchent pas, etc. On a demandé à Monsieur Bloch de mettre des sous, mais comme il n'y a pas de sous à la mairie de Paris, alors effectivement, avec la hausse de la taxe foncière, j'espère qu'on aura un peu plus de sous, parce qu'elle s'est même quand même dans la poche, enfin, elle met de côté 387 millions quand même, sur cette... voilà. Donc j'espère il faut absolument rénover. Effectivement, la porte d'entrée ne fonctionnait pas. Depuis 4 ans. Je sais. Depuis 4 ans, avec des signalements de parents. On a été traumatisés, nous, toute la journée hier. Et hier, il y avait notre confrère de BFM, je le redis, je l'ai déjà dit hier, j'ai plus son prénom, Grabli, qui a sa petite fille qui est de quelques semaines, qui est hospitalisée pour bronchiolite. Et les infirmières scotchent les fenêtres pour empêcher le vent glacial de passer dans l'hôpital. Enfin, l'hôpital, les écoles. Je pense d'ailleurs qu'on va en reparler tout à l'heure, mais au lieu de faire la réforme des retraites, on aurait peut-être pu commencer par une vraie réforme de l'hôpital et une vraie réforme de l'éducation. C'est pas fromage ou dessert, mais c'est vrai c'est vrai que quand on arrive dans des... Heureusement, ça s'est bien terminé, mais c'est ahurissant de voir ça. Et on est à Paris. Et on est à Paris. Capitale de la France. Mais enfin bon. Commençons peut-être avec vous, Arnaud. Tiens, enfin oui. Un coup de gueule. Oui. Alors j'ai un coup de cœur aussi. Non, on va le faire. Alors attendez, non, Juliette me fait non, je fais pas dans le bon ordre. Donc on va commencer dans un autre, on va faire dans un autre ordre. Nicolas, on continue avec vous. Coup de gueule. Oui. Alors c'est un peu en dehors des retraites. Mon coup de gueule ou mon coup de cœur d'ailleurs, c'est sur la consommation détournée du protoxyde d'azote qui est en très 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 nette augmentation. Ah ouais, j'ai vu ça ce matin dans le Parisien, c'est 82 cas en 2020 contre 265 en 2021 et je crois 1 ou 2 morts déjà. Le protoxyde d'azote, Judith me demandait tout à l'heure ce que c'est. À la base, très rapidement, à la base, c'est d'abord ça sert à l'hôpital parce que mélangé à l'oxygène, ça permet, c'est un anesthésiant en fait. Bon, ça enlève les douleurs. Bon, et bien évidemment, on l'utilise et je suis sûr, Judith, tu l'utilises. C'est dans les cartouches de Chantilly pour faire de la chantilly. Et donc on achète ça. Pas du tout, je la fais à la main, moi, monsieur. C'est formidable. Il faut remonter la chantilly, c'est pas facile. Mais ce sont les cartouches. Les cartouches qu'on met dans les appareils, effectivement, pour faire de la chantilly. Et notamment depuis le Covid, il y a un usage détourné où on inhale
et c'est pas nouveau, puisque moi, il y a déjà 20-30 ans, quand j'allais en boîte de nuit, je me souviens, pour 1 € dans les boîtes de nuit, on pouvait acheter sous forme de ballon, et ça signale, et moi, ça m'a jamais rien fait, la seule fois où j'en ai pris, mais ça fait rire, et ça permet, un peu comme l'alcool, de se percher, comme disaient les jeunes. Et avec l'apparition du Covid, beaucoup de jeunes dans les appartements et à l'extérieur ont commencé à inhaler ce protoxyde d'azote, à tel point que, même à Paris, le matin, quand on va sur les berges de la Seine faire son jogging ou dans les parcs jardins, on voit des centaines et des centaines de petites bonbonnes. Voilà. Alors, en 2021, une sénatrice centriste, d'ailleurs, Valérie Létard, a interdit la vente aux mineurs. Bon, c'est bien, mais effectivement, ça sert pas à grand-chose, pour être honnête, parce que ces cartouches, c'est comme d'ailleurs les drogues, on se les fait livrer en 24 heures chrono via un transporteur, ou même en quelques heures par un scooter. Il manquait... et là, c'est un peu un auto-satisfait, mais je combattais ça depuis 2 ans, puisque je voulais interdire sa consommation sur l'espace public. À Hidalgo, on ne voulait pas pendant 2 ans. Le préfet allemand m'écoutait à moitié. Et là, avec Laurent Nunez, on a réussi à faire passer, en novembre dernier, un arrêté préfectoral qui sera mis avant l'été, qui va donc interdire sa consommation sur la voie publique. Pourquoi c'est important? Qui va contrôler, qui va l'interdire? Ah bah si, quand même. Moi, je peux vous dire que je n'ai pas vu de policier depuis un moment. Non, mais policiers municipaux, policiers nationaux, l'amende sera quand même de 150 €. Mais c'est important, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de la prévention à faire? L'article du Parisien est absolument terrifiant ce matin, où on voit qu'il y a des gamins qui ont perdu l'usage de leurs jambes. C'est un neurologue qui avait alerté le premier, le professeur Amarenko. C'est l'hôpital Bichat, par exemple, à Paris, moi j'ai visité. Absolument. Et effectivement, au lieu d'en prendre un, ils en prennent 5 d'un coup. Alors, on voit les voitures sur les quais, par exemple, là. On voit plein de voitures le soir, le samedi soir, avec les vitres embuées, parce qu'ils sont 5 ou 6 dans la voiture, et ils signalent pas une, mais ils en prennent 5 d'un coup, avant de rentrer en boîte de nuit. Et puis l'autre gros danger de cette drogue, même si c'est pas considéré encore comme une drogue, c'est quand ils en prennent en voiture. Et il y a eu ces accidents fabuleux sur les Champs-Élysées avec une Smart qui s'est retrouvée à l'arrière, où la personne a confondu l'accélérateur et le freinage. Donc voilà. Et donc ça permettra au moins, dans un premier temps, au moins de dissuader certains à ne pas le faire dehors, à ne pas le faire en conduisant. Mais c'est une nouvelle drogue qui apparaît et qui est quand même très très dangereuse. Voilà. Très très dangereuse. Et effectivement, c'est l'hôpital Bichat, encore une fois, le neurologue qui avait alerté. Et l'article du Parisien est absolument sidérant. Cette jeune fille, Shaima, qui a des jambes, qui est paralysée, des troubles neurologiques très très graves. Donc c'est plutôt les parents qu'on met en garde aujourd'hui. Ça mériterait des spots télévisés, ça? Bah oui, ça mériterait de la prévention. Ça mériterait une grande campagne de prévention. J'espère qu'Anne Hidalgo va le faire, on lui a demandé. Mais que dans toute la France, au niveau national, bien sûr. Un spot télévisé montrant les ravages de ce produit. Il paraît que tous les étudiants en prennent, et surtout en médecine, me dit un médecin, ça paralyse les gens et ça détruit un certain nombre de vitamines. Ce matin, dans le Parisien, il y avait aussi ce témoignage d'une vendeuse, tout simplement, qui me disait: je ne peux pas vivre chaque jour quand j'ai pas mes 5 doses de protoxyde d'azote. C'est incroyable. Non, mais c'est. Ils ont une vie palpitante quand même. Hein. Oui, non, mais. Oui, enfin, ce qui prouve que la jeunesse, il y a un mal-être. Mais vous qui avez des enfants jeunes, il faut être vigilant, oui, Pascal. Je suis alerté depuis un bon moment sur le danger de cette drogue et de ce dévoiement d'un gaz qui par ailleurs est utile à d'autres choses, mais effectivement pour un petit moment d'euphorie qui est en plus extrêmement bref. C'est très court, si apparemment. Je suis bien informé. Je trouve que le rapport 5 ou 6 que effectivement là la tête commence à tourner. Le rapport danger, bénéfice-danger, bénéfice-risque est quand même extrêmement défavorable. Ouais. Absolument. Judith, c'est un coup de gueule. Oui, moi c'est un coup de gueule contre Oxfam. Oxfam, vous savez, c'est l'ONG qui se fixe pour objectif de réduire les inégalités entre riches et pauvres, ce qui est une belle et noble ambition. Ouais. Elle est actuellement dirigée par Cécile Duflot, ancienne ministre écolo, qu'on connaît bien en France, notamment du logement. Comme chaque année, quand Davos se réunit, le sommet des chefs d'État et des plus grandes entreprises mondiales, Oxfam publie un rapport d'où il ressort que pour réparer les maux de cette planète et réduire enfin les inégalités, il suffit
suffit de taxer les riches. Alors évidemment, ça manque de suspense puisque année après année, c'est toujours le même discours qui confond les choux et les carottes, qui confond les actions et les salaires, qui confond absolument tout et qui voudrait faire croire que quand la bourse se casse la figure, ça enrichit les pauvres. D'expérience, je vois pas le rapport. D'expérience, ça ne s'est jamais produit. Et ce discours délétère est repris par beaucoup de politiques à la France Insoumise, mais beaucoup plus récemment par Marine Tondelier, qui est la nouvelle patronne des Verts, qu'on connaît peu, qu'on ne connaissait pas. Hein. C'est ni la candidate de Jadot. On la connaissait, c'est l'opposition à Hénin Beaumont. Voilà. Absolument. Elle ressemble un peu à Cécile Duflot physiquement, je trouve. Ah, c'est pas faux. Non. Bref, le grand public la découvre et je trouve qu'elle repousse les limites de la démagogie à un niveau inédit. Et ces agitateurs de passion triste, de solutions débiles et de démagogie font beaucoup de mal à la France. Mais c'est vous, on l'a évoqué hier et vous vouliez l'évoquer, Arnaud. Comme j'ai compris qu'il avait été évoqué hier, c'était en effet les déclarations de Madame Tondelier disant qu'il ne faut plus qu'il y ait de milliardaires en France. Oui, au lieu de dire qu'il ne faut plus de pauvres. C'est l'image aussi d'un mouvement écologiste qui se gauchise tous les jours un peu plus. Alors, on marque petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Restez sur Sud Radio et nous continuerons de commenter l'actualité avec vous. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, on continue rapidement les coups de cœur, les coups de gueule. On parlait du rapport d'Oxfam avec Judith Weintraub et ça nous amène évidemment au sujet de Marine Tondelier qu'on a évoqué hier, qui ne veut plus de milliardaires en France. Oui, de milliardaires en France. Vous vouliez redire un mot, Non, mais je crois que j'ai tout dit. En l'occurrence, Juliette a tout dit. C'est qu'il y a une dérive. Il y a une dérive évidente de la gauche. On a l'impression qu'une partie de la gauche revient à ce qu'elle était presque au temps de l'Union de la gauche, et même je pense pire qu'au temps de l'Union de la gauche. J'ai jamais entendu Georges Marchais dire d'aussi grosses bêtises. On a une gauche qui se gauchise, c'est-à-dire en fait c'est le gauchisme qui l'emporte à gauche aujourd'hui. Je peux jouer à l'homme de gauche 30 secondes. Non mais Georges Marchais n'était pas gauchiste. Non, laisse-moi endosser le rôle. Je vais essayer d'endosser l'homme de gauche. C'est vrai quand même que effectivement pendant le Covid, tout le monde a remarqué que effectivement nous on serrait la ceinture et pendant ce temps-là des grandes entreprises et des milliardaires se sont enrichis. C'est pour ça. Bon, il y a aussi encore les paradis fiscaux. Georges Marchais disait on n'arrive toujours pas à supprimer les paradis fiscaux. À ce moment-là, est-ce que tu veux bien verser une larme sur ce pauvre Elon Musk qui a perdu la moitié de sa fortune? Ah, mais je peux verser. On va pleurer l'homme de gauche 5 minutes. J'aurais pas perdu la moitié. Non, mais moi je vais endosser la panoplie de l'homme de gauche puisque moi j'avais le même sujet que Judith, mais à l'inverse. C'est-à-dire que moi, c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. C'est un coup de cœur pour les 200 millionnaires qui ont demandé à être plus taxés, dont 2 Français totalement inconnus, et un coup de gueule sur le fait qu'il n'y en ait que 200. Parce qu'effectivement, il faut arrêter, je vais prendre le contre-pied de mes camarades, ou en tout cas Nicolas a mis un petit bémol que j'apprécie, mais il faut arrêter de caricaturer les discours, même quand ils se caricaturent eux-mêmes, comme effectivement notre nouvelle patronne des écolos. Comme effectivement notre nouvelle patronne des écolos qui dit n'importe quoi. Il ne s'agit pas, et vous savez très bien, et Judith, tu caricatures totalement le rapport d'Oxfam et ce qu'il dit. Il ne s'était jamais agi de supprimer les milliardaires, il s'agit de les taxer davantage. Alors, il y a une indécence. C'est Tondelier qui veut les supprimer. Oui, mais Oxfam ne dit pas ça du tout, mais Judith a un peu laissé entendre que c'était le sujet. Il suffit de taxer de 2%. Oui, il suffit de taxer aujourd'hui, par exemple, il suffirait aujourd'hui de taxer de 2% les milliardaires français pour résoudre le problème des retraites dont nous allons parler dans la suite par exemple. Il s'agit juste de 13 milliards d'euros. Donc il faut... Non, c'est pas totalement débile, parce que taxer les milliardaires, ça n'est pas totalement débile. C'est juste de la décence et c'est bénéfique pour tout le monde. Je vais t'expliquer pourquoi c'est bénéfique. Avant de s'énerver et devenir tout rouge. Non, mais tu sais très bien qu'ils ne sont pas taxés. Arrêtons. La fortune des milliardaires français a augmenté dans des proportions totalement
indécente durant les 3 dernières années, pendant que, comme le disait Nicolas, tout le monde se serrait la ceinture et était dans les problèmes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de supprimer les milliardaires, il ne s'agit pas de dire que ces milliardaires ne créent pas de richesse, que ne créent pas d'emploi, ne créent pas d'activité économique. Bien sûr que je ne soutiens pas un discours aussi stupide que celui-là. Mais c'est ce que dit Oxfam. Je vous cite la phrase d'Oxfam. Oxfam estime qu'abolir complètement les milliardaires pourrait devenir un objectif ça veut rien dire, imaginable. abolir les milliardaires. Oui, mais ça, c'est le côté idéologue du rapport, et c'est une facile de. Ce n'est que l'idéologie. Vous dites, si on taxe les riches, on peut. Mais bien sûr, parce que c'est vertueux pour tout le monde, y compris pour les riches. Parce que aujourd'hui, sortir toute une frange de la population mondiale de la pauvreté en taxant effectivement ceux qui ont une richesse telle qu'ils ne savent même pas comment dépenser leur argent aujourd'hui. Et vous savez très bien, si vous vous promenez un petit peu dans le monde, qu'il y a des endroits dans le monde où l'étalage de la richesse est totalement insupportable et indécent. Donc taxer aujourd'hui ces gens pour sortir une partie de la population de la pauvreté, ça veut dire plus de gens instruits, ça veut dire plus de gens qui travaillent, ça veut dire plus de bonne santé, ça veut dire moins d'épidémies, ça veut dire un bénéfice total pour l'ensemble de la population mondiale. Donc arrêtons de caricaturer ces discours qui sont des discours vertueux et de vouloir préserver notre espèce, notre pauvre espèce en voie de disparition des milliardaires qui se sont jamais aussi bien portés. Enfin, comment peut-on défendre les milliardaires aujourd'hui? Comment on peut défendre les milliardaires? Il y a plusieurs types de milliardaires déjà. Il y a ceux qui ont fait fortune. Et on parle des milliardaires, je parle pas des gens qui se portent bien dans notre pays. très bien avec Marine Tourdelier, Pascal, parce que le niveau des arguments était exactement le même. Bernard Arnault, prenons Bernard Arnault, il produit de la richesse. Bien sûr, mais j'ai jamais dit le contraire. Il produit de l'emploi, il paye des impôts. Mais est-ce qu'il a besoin pour cela d'avoir le nombre de milliards dont il est crédité aujourd'hui et qui en fait l'homme le plus riche du monde? Est-ce que sur cette fortune-là, il n'y aurait pas possibilité de prélever 1, 2, 3% supplémentaires pour améliorer le sort général de la planète? Il en fait déjà beaucoup dans ses fondations, etc. Mais c'est le mot taxe qui gêne. C'est le mot taxe qui gêne. Mais bon, il faudrait trouver un système. Le risque est qu'ils partent. Mais pourquoi on a peur des taxes? Non, mais le risque est qu'ils partent. Et quel intérêt ils auraient à rester en France? Mais parce que, là encore, il s'agit d'harmoniser. Et il y a beaucoup de pays qui sont en mesure de le faire et qui seraient d'accord pour le faire. Il s'agit d'harmoniser les politiques fiscales pour empêcher que les milliardaires s'en aillent. Pour l'instant, on l'a pas fait. Mais non, on l'a pas fait parce que... histoires de paradis fiscaux, d'ailleurs. On ne le fait pas parce que Emmanuel Macron, il est financé par qui? Par ces gens-là. Donc, on tombe dans le complotisme de base. Il y a beaucoup de progrès. Emmanuel Macron n'en est pas le seul comptable. Il y a eu beaucoup de progrès dans l'harmonisation des politiques fiscales depuis une vingtaine d'années. Regarde ce qui se passe en Suisse aujourd'hui. Mais il y a un côté assez simpliste dans cette idée-là. Parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais quand je vous dis que les effets vertueux, j'attends vos réponses. Quand je vous dis que plus de gens sortis de la misère, c'est plus de gens en bonne santé, c'est donc moins de gens instruits, c'est des gens qui vont consommer, c'est des gens qui vont produire, etc. Non, mais c'est vrai qu'il y a un écart de plus en plus grand, comme dans toutes les sociétés en crise. On a des écarts extrêmement grands entre les plus pauvres et les plus riches. Des milliards de personnes aujourd'hui dans un tel état de misère. Vous répondez ça à quoi? Si la logorée des magots peut s'arrêter 2 secondes, si la logorée des magots peut s'arrêter, on va rester correct. Des magots, allez-y. Alors réponds quoi, Judith? Comment résoudre, entre autres, le problème de la pauvreté, de la misère, etc. dans le monde? C'est à moi? Oui. Parce que tu me dis réponds, puis tu continues à déverser. Non, vas-y. La question, la question. La réponse, pardon. Depuis 40 ans, l'extrême pauvreté a reculé dans le monde grâce à la mondialisation comme elle n'a jamais reculé. C'est faux. Bon, le débat va s'arrêter là parce que tu dis absolument n'importe quoi. C'est faux. Bon, tu dis absolument n'importe quoi. On va pas régler. Donne-moi des chiffres. Non, on va pas régler le problème aujourd'hui. On va pas régler le problème aujourd'hui. Arnaud, votre coup de gueule. Alors d'abord, je peux faire un petit coup de cœur. Allez-y. Coup de cœur pour le dernier numéro de la revue politique et parlementaire. Oui, il a droit de. C'est un chouchou. Non, c'est le dernier numéro de la revue politique et parlementaire. Il est trimestriel, donc je peux faire un coup de cœur par trimestre. Le dernier numéro qui va de sortir sur le soft power, mythe et réalité du soft power avec. C'est quoi le soft power? Le soft power, ce sont les outils d'influence doux que peuvent utiliser les États. C'est par exemple la culture, c'est la gastronomie. On a un article qui est fait par le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Jean-Robert Pitt, qui est un spécialiste d'histoire de la gastronomie, qui nous rappelle justement le rôle de la gastronomie française dans la diplomatie. Le soft power, c'est quand on peut faire de politique ou de militaire. Netflix, c'est un formidable outil de soft power au service des États-Unis.
que fait Macron maintenant avec les pays africains. Arnaud, les États ou les idéologies. Les États, ce qui est intéressant, c'est... Il y a un soft power islamiste, par exemple. Il y a des soft power, oui, mais il y a un soft power islamiste, il y a un soft power sud-coréen. Aujourd'hui, on voit que la Corée du Sud a tout un ensemble de divertissements qui, aujourd'hui, participent du rayonnement de la Corée du Sud dans sa zone d'influence. Donc, c'est tous ces sujets qu'on a voulu aborder. C'est un numéro que j'invite à consulter et à lire. Alors, juste avant votre coup de gueule, une précision, parce que Judith a raison, l'extrême pauvreté dans le monde recule. Le nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté a diminué d'un peu plus d'1 milliard en 30 ans, passant de 1,7 milliard en 88 à 660 millions. Non, mais c'est évidemment 1 euro. Ne pas pouvoir manger, 1,80 € par jour, et ça concerne l'Afrique subsaharienne. Ça existe encore, quand même. Mais c'est pour ça que je m'opposais à ce chiffre. Pas longtemps à Madagascar, je peux vous dire, je me suis promené à Tananarive. On touche du doigt ce qui est l'extrême pauvreté. Alors, on va faire un degré, on va faire l'extrême pauvreté et la très grande pauvreté, et celle-là, elle a augmenté. Très sensiblement. Je ne sais pas, mais là, je regardais les chiffres. L'extrême pauvreté, en tout cas, elle est en baisse, même si et on devrait s'attaquer au problème de l'Afrique. Il y avait un très bon reportage dans le Figaro Magazine il y a 15 jours sur ces milliardaires de quel pays c'était, du Burkina, non, ou du Nigeria. Évidemment, là, sur ces milliardaires, c'était un reportage sidérant et choquant de voir que... Ce qui est vrai, c'est que les inégalités se sont creusées, mais les pauvres sont moins pauvres, mais les riches sont beaucoup plus riches. Bien sûr, mais c'est ça. Là, vous serez peut-être d'accord. L'objectif raisonnable et intelligent, c'est de faire en sorte que les pauvres deviennent plus riches, pas que les riches deviennent plus pauvres. Oui, les riches qui deviennent plus pauvres, c'est totalement une aberration. Enfin, je veux dire, les riches qui deviennent plus pauvres. Est-ce qu'on va verser une larme sur Elon Musk parce qu'il a perdu la moitié de sa fortune? T'as vu ce qu'il lui reste? Allez, je vous donne... Non, vous allez le faire après la pub, comme ça vous aurez tout le temps. Non. Voilà, pub. Allez, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Journée de grève aujourd'hui, on en parle avec Judith Weintraub, Arnaud Benedetti, Pascal Bataille et Nicolas Jantet. Alors, Arnaud Benedetti, j'y arrive. Alors justement, ça va permettre de faire la transition peut-être avec la journée de grève. C'est cette habileté que me recommandait Juliette Folle, en disant ne commence pas avec Arnaud, parce que sinon ça casse le débat. Merci Juliette. Écoutez, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui il y a une journée de mobilisation et que vous avez un voyage officiel du président de la République. Alors ça, je ne le remets pas du tout en cause, c'est tout à fait naturel. C'était, je crois, dans le programme, le président de la République va signer un nouvel accord avec l'Espagne, je ne sais plus sur quel sujet. Il pouvait le repousser. Mais le problème, c'est que vous avez 11 ministres qui se déplacent le jour de cette mobilisation avec le président de la République, et pas des moindres, et des ministres qui sont totalement concernés par ce qui est en train de se passer dans la rue cet après-midi, c'est-à-dire le ministre des Transports. Que je sache, les transports sont particulièrement impactés par la grève. Le ministre de l'Éducation nationale est impacté par la grève. Mais attendez, le ministre de l'Économie, monsieur Le Maire, qui est un des défenseurs de cette réforme des retraites, et surtout le ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin. Donc je trouve que sur le plan de la symbolique et sur le plan de la communication, c'est une erreur, c'est une faute, c'est presque, je veux dire, une forme de mépris par rapport à la galère à laquelle vont être confrontés des millions de Français aujourd'hui. Et ça démontre en fait, d'une certaine manière encore, ce soupçon qui est quand même assez légitime de déconnexion d'une partie du pouvoir avec ce que vivent une grande majorité de Français. Voilà. Alors on dit que c'est plus compliqué quand un voyage est prévu, Judith. Moi je crois que le message que veut délivrer l'exécutif, c'est pendant les manifs, on continue à travailler. C'est une volonté de banaliser le mouvement. Laissez terminer, Judith. Ou en tout cas le relativiser, mais je suis d'accord avec Arnaud, c'est assez malhabile, surtout s'agissant du ministre de l'Intérieur, parce que autant les autres, ils ne vont pas régler des problèmes dans la rue, mais le ministre de l'Intérieur, je trouve quand même que c'est... Même le ministre de l'Éducation, il aurait pu se rendre dans des écoles, justement, où elles sont fermées. Non, mais pas toutes, et voir justement les classes qui accueillent quand même les élèves. Mais surtout, vous imaginez, il y a un événement dramatique pendant les manifestations. Gérard
Darmanin est obligé de revenir en hélicoptère. Vous imaginez les images du ministre en train de revenir en urgence pour régler la crise des gilets jaunes ou des black box qui sont en train de casser Paris. De l'Intérieur en hélico, c'est une sorte de mépris. Moi, je trouve ça très grave. C'est symptomatique d'un comportement d'ancien régime avant la Révolution. C'est une sorte de mépris, d'indifférence. Vous manifestez, on n'en a rien à faire. Et on en parlait à l'instant en antenne. C'est comme Aurore Berger, la porte-parole, enfin la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, qui dit à un moment sur les radios, cette réforme, elle passera quoi qu'il arrive. Mais enfin, c'est une sorte de mépris, de négligence. Pour moi, c'est très très grave. Elle passera, de toute façon, ça n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Et en plus, le texte n'est même pas arrivé. Qu'elle préjuge pas du vote des parlementaires tant qu'ils n'ont pas voté. Certains diraient même que c'est de la provocation. J'irai pas forcément jusque-là, mais comme le disait Arnaud à l'instant, c'est en tout cas un manque de psychologie terrible dont le gouvernement et notre chef de l'État est assez coutumier d'ailleurs. Aujourd'hui, avoir un Olivier Véran qui nous dit l'expression populaire est légitime, mais il faudrait pas que ça arrive à un blocage de la France. Mais enfin, on a l'impression que ces gens-là sont encore une fois totalement déconnectés de la réalité. Et ils font une réforme dont on peut discuter, dont on va peut-être discuter, je ne sais pas, dont on peut contester la nécessité ou pas, mais en tout cas, allez-y, amusez-vous aujourd'hui avec votre grève. Nous, pendant ce temps, on va bosser, comme dit Judith, on va faire notre job et puis on se revoit demain, quoi. Oui, c'est ça. Espérons que cette expression populaire ne se transforme pas en blocage. C'est ce qu'a dit, en blocage du pays, c'est ce qu'a dit Olivier Véran. Je trouvais ça très, très provoquant. Non, alors, moi je ne suis pas d'accord avec vous. La grève est un droit constitutionnel. Le blocage ne l'est pas, d'une part. Et il y a eu une déclaration précédente d'Olivier Véran qui était bien pire. Il y a une dizaine de jours, il nous a expliqué, je crois que c'était à l'issue d'un conseil des ministres quand il faisait le compte-rendu, que la mobilisation ne serait pas très importante. Voilà, pour jeter les gens dans la rue, il n'y a pas mieux. Oui, mais là aussi, dire oui, mais bloquez pas le pays. S'agissant de l'absence d'Emmanuel Macron, en termes de communication, c'est pas terrible. Non, je crois qu'il a raison parce que sa présence est urticante. C'est pas le problème de Macron. Non, Macron, il a pas intérêt à se montrer. Ministre, c'est ça. Notamment du ministre de l'Intérieur. Il y a aussi la question du service minimum qui se pose aujourd'hui. Comme à chaque fois. Un service minimum sans réquisition n'est pas un service minimum. Exactement. Or, il n'y a pas de réquisition. Quand Sarkozy a fait le service minimum en 2007, en bombant le torse et en disant ça y est, j'ai résolu le problème, et ben non, il ne l'a pas résolu parce que les réquisitions obéissent toujours à un cadre législatif légal, extrêmement contraignant. Il faut vraiment un intérêt vital en jeu. On manque de conducteurs de train et qu'on n'en a pas beaucoup. J'imagine que si on réquisitionnait, on réquisitionnerait tout le monde. Parce qu'on a juste un mot pour ceux qui ont des enfants sur les professeurs. Les professeurs du secondaire, vous le savez sans doute, ne sont pas obligés de se déclarer grévistes. Donc on en arrive à quoi? Est-ce que des milliers et des milliers de parents ont reçu ces derniers jours des avis des directeurs ou directrices d'école disant on ne sait pas si les cours seront assurés, donc par précaution, peut-être vaut-il mieux que vous gardiez vos enfants à la maison, ou en tout cas, si vous les envoyez au lycée ou au collège, eh bien, couvrez-les bien, parce qu'ils risquent de passer une partie de la journée dans la cour. Voilà. Je trouve ça aberrant que je vois pas pourquoi on n'est pas obligé de se déclarer gréviste. Enfin, je veux dire, on assume ce qu'on fait. On déclare au moins 48 heures à l'avance, je vais faire grève ou pas. Mais les gosses laissés dehors, c'est pas aberrant, c'est scandaleux. Oui. Mais un auditeur me dit le blocage n'est pas constitutionnel, effectivement, mais s'il n'y a pas de blocage, personne n'écoute. Et c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on en arrive là aujourd'hui à faire descendre. En fait, on n'arrive pas à avoir une culture de la cogestion en Allemagne. Mais le problème, ça se comprend d'ailleurs, parce qu'on a un pouvoir qui est très vertical. Ça a été ossifié par les institutions de la Ve République, et on a une culture syndicale qui est une culture syndicale, ça remonte au 19e siècle, qui est d'opposition frontale de toute façon à toute proposition venant du gouvernement. Donc on se retrouve régulièrement dans cette situation. Mais à mon avis, cette fois-ci, avec en plus quelque chose qui se rajoute, c'est que vous avez une synchronisation de mécontentement
qui arrive quasiment au même moment, sur des secteurs qui sont totalement différents d'ailleurs. Vous avez les boulangers qui protestent contre l'augmentation, à juste titre d'ailleurs, de leurs factures d'électricité. Vous avez les agriculteurs qui, dans le Vaucluse, sont en train d'arracher leurs vergers de pommiers, parce que là aussi, ils sont victimes d'un certain nombre de hausses de coûts de production. Vous avez tout un ensemble de populations. Alors, je ne parle pas évidemment de l'hôpital, de l'éducation nationale, où vous avez là un sentiment justement parfois légitime de déclassement. Donc vous avez tout ça qui arrive au même moment. Et puis cette année, ce qui rend difficile à mon avis la gestion tous les syndicats se retrouvent, c'est pas vu depuis des années 10 ans, depuis 10 ans, mais avec toujours cette impression de fausses négociations, puisque quand ils arrivaient à Matignon pour négocier avec Elisabeth Borne, ils ressortaient en disant elle nous a pas écouté, de toute façon on n'avancera rien, même sur des petits. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui ne donne même pas même pas un petit pas sur certaines mesures. C'est elle qui fait le plus d'efforts. Et pourtant, oui. Sur sa sémantique, sur sa communication. Alors, on a un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. La première ministre donc a détaillé les contours de la réforme et nous avons posé cette question. Êtes-vous favorable ou pas favorable à cette réforme? Total favorable 32%, pas favorable 68%. Oui, 2/3 des Français sont contre cette réforme. Et autre question posée, pensez-vous que le gouvernement ira jusqu'au bout de cette réforme sans céder aux mobilisations et aux grèves? 65% pensent que oui et 35% pensent que non. C'est la seule réforme qu'il va faire, donc il est bien obligé d'aller jusqu'au bout. Mais oui, en même temps, on a entendu des inflexions. Je ne sais, je crois que c'est Gabriel Attal qui disait il y a encore une marge de discussion et qui était beaucoup moins ferme que ne l'était Laurent Berger. De toute façon, sur cette réforme, reste persuadé qu'il ne fallait pas les faire. Il ne fallait pas la faire maintenant. On pouvait la faire dans 6 mois. Non, on ne peut pas la faire dans 6 mois parce que vous avez les sénatoriales, parce que vous allez avoir les Jeux Olympiques. Après, il devait la faire dans les 6 mois de son élection, puisqu'on sait très bien qu'une réforme. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? C'est pour ça qu'il a fait. On serait peut-être sorti un peu des problèmes de l'inflation. On serait peut-être sorti un peu. Moi, je trouve que c'est pas une question de calendrier, étant donné la démographie, une réforme est indispensable. Elle était nécessaire. On pouvait attendre un peu. Cette réforme n'est pas satisfaisante à mon avis pour 2 raisons. D'une part, elle n'introduit pas de capitalisation. Or, vu la démographie, je l'ai déjà dit, sans une part de capitalisation comme tous les pays dont les systèmes de retraite se portent mieux que les nôtres font, on n'arrivera pas à sauver le système par répartition. Et ça, c'est le mot capitalisation est absolument... rejoint la proposition de David Lisnard. Tout à fait. Le mot de capitalisation est tabou en France, alors que je le rappelle, les fonctionnaires, eux, ont la préfond, en sont ravis. Les salariés de la Banque de France font aussi la capitalisation et ils sont très très contents. Il y a beaucoup. La CGT est fortement implantée à la Banque de France. On ne l'entend jamais moufter contre la capitalisation pratiquée par les salariés de la Banque de France. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et deuxième défaut, à mon avis, de cette réforme, c'est de fixer un âge au lieu de ne s'attacher qu'aux critères importants, la durée de cotisation. Pourquoi est-ce qu'il faut cette double peine? C'est tout le problème de cette... tout le problème de cette réforme. D'ailleurs, nous, au groupe, on a 21 députés, le groupe Lot, on va a priori voter contre. Nous, on souhaitait qu'on garde l'âge du départ à la retraite à 62 ans. Pourquoi l'augmenter et pourquoi exciter les Français? Et on travaille sur le nombre d'annuités en accélérant la réforme Touraine. Et surtout dans ce projet aujourd'hui, qu'on n'a toujours pas, il manque des questions et des réponses à la pénibilité, au travail des seniors, aux femmes. Enfin, il y a quand même plein de sujets aujourd'hui qui sont absents. Juste un point. Moi, je pensais qu'il y a quelques jours encore que la bataille parlementaire était absolument gagnée pour le gouvernement du fait du soutien du groupe LR à cette réforme. Il y en a 13 députés Je commence à douter parce qu'en effet, il y a le groupe Le Hot qui aujourd'hui s'oppose à la réforme. Et vous avez à l'intérieur de la majorité, c'est ça, un certain nombre de parlementaires. Il y a Madame Pompili qui dit qu'à ce stade, elle ne votera pas la réforme. J'ai entendu un député de l'Hérault, M. Vignal, s'opposer à cette réforme. Donc ça va être peut-être beaucoup plus compliqué qu'ils ne l'imaginaient. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à soigner leur communication pour ne pas quand même braquer une partie des parlementaires au moment où il va falloir faire voter. Je pense et j'espère que s'ils sont aussi peu disers sur les carrières longues, par exemple, c'est pour se garder une marge de manœuvre. Peut-être qu'à la dernière minute, ils sortiront du chapeau à la négociation parlementaire. Effectivement. Et après, on verra ce que feront les Républicains. Moi, je ne suis pas
économistes, j'en écoute beaucoup. J'en ai entendu encore un ce matin sur une station concurrente qui disait que cette réforme n'était pas du tout aussi nécessaire que Judith le dit, mais je ne vais pas rentrer dans le débat avec Judith. Ça devait être un alter dans le débat avec les Judith, économistes atterrés. parce qu'effectivement, entre économistes, il y a des religions différentes. Celui-ci était professeur à Sciences Po, il n'était pas sorti de n'importe où non plus, mais en l'occurrence, moi, ce que je trouve surtout, je ne comprends pas qu'on puisse raisonner de façon globale sur ce sujet-là. Voilà, je veux dire, on est tous autour de la table ici des gens qui, si on nous dit il faut travailler jusqu'à 64, 65 ans, je pense que on va pas forcément accueillir ça d'une façon dramatique, parce qu'on aime notre métier, parce qu'on a la chance de l'avoir choisi, d'être plutôt content le matin quand on se lève pour aller l'exercer, et qu'il n'est pas particulièrement pénible. Et c'est évidemment pas le cas d'une caissière, d'un ouvrier d'usine ou d'un type qui travaille aux mines. Donc je ne comprends pas qu'on puisse sur ce sujet-là réfléchir de façon globale et en mettant tout le monde dans le même sac. Et donc déjà en soi, ce projet me semble totalement. Mais on a joué dès le départ. On y revient. On continue ce débat dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Nous là. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, nous parlons de cette journée de mobilisation. Est-ce qu'elle est à même de faire changer le gouvernement ? Est-ce que si la mobilisation est importante, et est-ce qu'elle peut durer ? Donc on va pas... Oui. Le vrai sujet, c'est d'abord, il faut qu'ils arrivent à mobiliser dans la durée. Il faut que leur mobilisation soit quand même des mobilisations très contraignantes, c'est-à-dire qui empêchent quand même le fonctionnement, il faut être clair, de la vie normale pour que ça ait un effet sur la société. Et ensuite, il faut surtout qu'ils aient le soutien de l'opinion publique dans la durée. Et ça, c'est le plus difficile. Ouais. C'est ce qu'on appelle la grève par procuration. Parce que pour l'instant, les gens justement sont de Stéphane Rosès en 95. Alors, pour l'instant, ils ont ce soutien-là, mais est-ce que ça peut durer ? On verra. Il y a 3 étages dans une mobilisation. Premier étage, c'est la mobilisation des syndicats. Deuxième étage, c'est l'opinion publique. Et troisième étage, ensuite, c'est le politique. Parce que ça aura un effet sur les politiques. Si le pays est bloqué, si on se retrouve dans une situation à la 1995, il est clair que vous allez voir, par exemple, ne serait-ce que la position des Républicains qui disent qu'aujourd'hui, ils veulent voter la réforme. Moi, je suis convaincu que si dans 3 semaines, le pays est bloqué, les Républicains auront un tout autre discours. Mais toute la question, c'est le jour d'après. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir ? Et d'ailleurs aussi, quelle image on va garder d'ailleurs de cette manifestation ? D'ailleurs, on a vu que sur BFM, je crois, qu'il y avait une députée LFI qui disait, mais qui conseillait à BFM de monter en haut des maisons pour bien voir l'ensemble de la foule. Déferlant. L'image qu'on va garder de cette manifestation, j'espère que c'est pas celle des Black Box et que c'est celle d'une longue file de manifestants. Mais je pense qu'effectivement, ils peuvent influencer un peu ce projet, surtout, je le disais, sur les seniors, sur les carrières longues, sur les femmes, sur les pénibilités. Il y a encore des choses et je pense que le gouvernement a encore des petites marges de manœuvre et autant en profiter. Voilà. Oui, vous pensez... En tout cas, ce serait de bonne politique. Je n'ai même pas compris d'ailleurs pourquoi les négociations avaient eu lieu avant avec les Républicains qui ont obtenu d'avancer à nouveau l'âge de la retraite à 64 ans et pas à 65. Au passage, Arnaud a tout à fait raison. Stratégiquement, les Républicains font une erreur fatale. Ils ne sont pas... Ils l'avaient dans leur programme électoral. Nicolas, ils ne sont pas au pouvoir, donc ils n'ont pas la marge de manœuvre que donne l'exercice du pouvoir. Mais ils veulent absolument partager les inconvénients d'une réforme qu'ils n'ont pas décidée. Oui, mais enfin, attendez, après vous dites toujours... C'est un sens du sacrifice qui les honore. D'avoir le sens des responsabilités. Non. Là, les Républicains ont pris le sens des responsabilités. Non, pour les 2 raisons que j'ai dites, c'est-à-dire qu'ils auraient pu essayer d'enrichir le projet par la capitalisation, qui est le seul moyen de sauver le régime français, et on y viendra tôt ou tard. Ils ne l'ont pas fait. Mais ce que disait tout à l'heure Pascal sur le travail, sur la façon de globaliser, un auditeur me dit, c'est vrai qu'on ne parle pas du tout du bénéfice du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que le travail est quelque chose... Du bénéfice social. Mais je disais pendant la pause à Pascal, ne méprisez le travail de personne. La caissière dont vous parlez, et ben ça lui donne un lien social, des amis, et ça la sort de chez elle. Et je pense je sais qu'elle ne regrette pas du tout l'époque où elle restait à la maison à torcher les mômes en attendant que le mari rentre. Non, mais là vous prenez un exemple extrême avec la caissière qui a travaillé. Je ne méprise aucun métier, bien au contraire. Je parle juste de pénibilité et je pense que pour en connaître quelques-unes réellement et de près.
ce n'est pas un travail extrêmement facile, quand bien même c'est peut-être mieux d'être sociabilisé que de rester enfermé dans sa maison. Mais je pense qu'au bout d'un certain nombre de trimestres, on peut espérer jouir d'une retraite bien méritée. Mais on est dans la société des loisirs aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut plus travailler. On a le sentiment qu'on s'épanouit beaucoup plus. La gauche sur la valeur travail. Regardez par exemple le discours d'un certain nombre de responsables de gauche sur la valeur travail. Alors les plus caricaturaux, évidemment, toujours Madame Rousseau, qui dit que le travail n'est pas une valeur de gauche. Mais je veux dire, elle est complètement à contre-courant par rapport au logiciel politique de la gauche depuis que la gauche existe. Depuis 200 ans, la gauche a toujours considéré que le travail, Marx l'écrivait. Marx écrivait, le travail est constitutif de l'homme. Donc c'est quand même très étonnant. Il parlait aussi de l'aliénation. Il parlait de l'aliénation par le travail. Mais non, mais le travail a toujours été une valeur qui a été défendue par la gauche. Les travailleurs, c'est quand même une valeur qui a été défendue par le Parti communiste et par le Parti socialiste. Ce qui est terrible en France, c'est que quand on interroge des jeunes, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, on a des mômes de 20 ans qui vous disent avec un air d'angoisse, mes plus belles années, c'est quand je serai à la retraite, et là, on me gâche mes plus belles années. Mes pauvres enfants, j'espère que tu auras de belles années au travail, pas à la retraite. Ça va être un enjeu pour les mobilisations. Oui, les lycéens. Les lycéens et les étudiants. On voit bien que ça va être de les faire sortir dans la rue. C'est vrai que s'ils sortent dans la rue, là, ça va être beaucoup plus compliqué s'ils se mobilisent. Comme souvent dans ce pays, on prend aussi, enfin pas que dans ce pays d'ailleurs, on prend aussi les choses de façon trop globale. Je le disais pour le fait de traiter à la même aune tous les métiers alors qu'ils ont des choses extrêmement différentes. Mais quand on voit, pardon, mon idée est partie. M'échappe. Retrouvez votre esprit. N'oublions pas quand même. Le fondamental, c'est qu'après ces manifestations, il y a un débat parlementaire. Et ça, quand même, ne l'oublions pas. On n'a pas le texte et il y aura le débat parlementaire. Et pour une fois que l'Assemblée peut jouer son rôle. Et là, avec une inquiétude très grande, puisque vous savez 49.3 49.3 ou 47.1. Attention, ne pas oublier le 47.1. C'est quoi le 47.1 47.1, c'est après 20 jours. Le gouvernement, après 20 jours de débat, le gouvernement peut décider d'un seul coup de stopper les débats et de reprendre le texte initial. Mais d'ailleurs, c'est déjà le cas, puisque au bout de 40 jours, et c'est tout le problème aujourd'hui, la grande inquiétude d'ailleurs du Parti socialiste, DLR et d'autres, c'est que la France insoumise, avec leurs 3000, 4000 amendements, bloque le débat parlementaire, c'est-à-dire qu'il prolonge. On n'avance pas assez sur le texte, on ne peut pas l'enrichir, et au bout de 30 ou 40 jours, automatiquement, le débat s'arrête, même si le texte n'est pas fini. Il va ensuite au Sénat, mais il revient sans les amendements. C'est-à-dire qu'il revient dans sa forme originale. Oui. Et au Sénat, là, c'est 20 jours. Si au bout de 20 jours, on n'a pas fini le texte, tous les amendements tombent, ils sont supprimés, et là, il y a une commission mixte paritaire. Donc, il faut vraiment que la France insoumise fasse un peu raison garder. Commission mixte paritaire où le gouvernement n'est plus majoritaire aujourd'hui. Tout à fait. C'est totalement différent. Mais pour qu'on puisse enrichir ce texte, parce que je crois que les socialistes, certains écolos et les LR et nous, le groupe, on a envie d'enrichir ce texte. Mais j'espère que, à cause de la France insoumise, on pourra enrichir ce texte. C'est leur stratégie, la France insoumise. Tu ne parles pas sérieusement. Tu n'as aucun espoir que la France insoumise aide à un débat constructif. Oui, mais ils sont de plus en plus critiqués par les autres parlementaires. On dit attention, calmez-vous, le texte va passer, mais essayons quand même de l'améliorer. Oui, parce que leur stratégie, c'est effectivement de générer un 49.3 et de ne pas rentrer dans un débat de fond. J'ai retrouvé, très brièvement mon idée, parce qu'en fait, j'aurais voulu réagir sur votre sujet de la civilisation des loisirs. Là encore, on ne réfléchit pas à une société qui est en train de muter profondément, avec des métiers qui vont disparaître, on le sait bien, qui sont remplacés de plus en plus par des machines ou par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a, je crois, de mémoire 5% des articles du Washington Post qui sont écrits par un ordinateur. Bon, comment aujourd'hui dire aux gens il faut travailler plus longtemps quand peut-être pour certains leur métier n'existera plus dans 20 ans ou dans 30 ans? Est-ce que ça c'est réfléchi quelque part dans ce projet? Est-ce que c'est pensé dans ce projet? Est-ce que c'est pris en compte? Non. Pascal, c'est surtout qu'après la période Covid nous a permis à de nombreux jeunes de redécouvrir un peu la vie, et c'est vrai
vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes de 30 ans, moi je le vois, et d'ailleurs c'est le problème des embauches dans la restauration, les jeunes ont envie de prendre un peu plus de temps sur les loisirs. Pas de jeunes étudiants pour lesquels la période du Covid a été terrible. De profiter un peu de la vie, de se dire, bon ben voilà, je termine un peu plus tôt, je vais faire du sport, et ne pas bosser comme des fous, comme on le faisait nous à une époque. Moi je me souviens quand je commençais, on commençait à 8h30, on finissait à 22h dans des agences, et là aujourd'hui, effectivement, les jeunes actifs se reposent des questions. Absolument. Question, pourquoi le service public est plus en grève que le secteur privé? Je vois que vous prenez la bande radio, nous sommes là, nos confrères sont là. C'est d'autant plus inadmissible d'ailleurs que je rappelle que le projet de réforme ne compte pas revenir sur la grande inégalité entre public et privé, c'est-à-dire que les retraites du public seront toujours calculées selon les 6 derniers mois, tandis que dans le privé, ce sera les 25 meilleures années. Ça continue. Mais c'est vrai que nos confrères de France Inter sont en grève. Télématin a été perturbé ce matin parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de diffuser. Donc le service public est en grève. Donc, mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi et qu'ils ne risquent pas de se faire virer. C'est ça qui est... il y a un confort. Je n'ose pas penser que ce soit ça. Le point bénéfique, c'est que ça fait plus d'auditeurs pour Sud Radio. Voilà, c'est comme ça qu'il faut peut-être voir les choses. Écoutez, on va suivre cela. Il y a des lycéens qui sont mobilisés devant le lycée Hélène Boucher dans le 20e, et avec elle la sénatrice la députée, pas encore sénatrice, de Simonet. Daniel Simonet. Voilà. Ils en ont de la chance. Voilà. Avec une. Ce qu'il faut surveiller, c'est les raffineries quand même. Mais bon, ça, je suis d'accord. Mais qui ne sont pas concernés non plus. Non, mais qui ont commencé pour certaines à être bloquées. Oui, mais il y a des grèves, mais ils ne sont pas concernés par la réforme en tant que telle. Bon, eh bien, à suivre, et évidemment sur Sud Radio toute la journée, vous serez informés. Merci à tous les 4. Dans un instant, l'émission Média. À tout de suite. Sud Radio.